Et donc, ça me fait très plaisir de revenir ici, en particulier dans le cadre de ces conférences des archives Poincaré, avec des amis et collègues aussi présents dans la salle. Et alors, tu as bien voulu m'introduire sur le thème de la fiabilité. J'espère ne pas te décevoir et ne pas vous décevoir. Et en même temps, je voudrais proposer des pistes peut-être un peu plus expérimentales, ou en tout cas une interprétation ou des points d'interprétation sur lesquels je suis encore en train de travailler. Et donc, ce dont je voudrais vous parler ce soir, c'est du fait que, en un sens, et j'espère que je vais arriver à avancer dans mes slides, en un sens, le pragmatisme dont je vais vous parler est l'enfant des nuits embrumées de la côte est des États-Unis. Alors, ce qui pourrait surprendre, mais il y a une explication tout à fait simple, qui est que Peirce, alors qu'il rédigeait les articles qui allaient former la première expression de son pragmatisme, écrit en effet à sa mère, le 20 avril 1872, « Lors des nuits claires, j'observe au photomètre, instrument des astronomes de l'époque, lorsqu'il y a des nuées, donc le brouillard dont je parlais, j'écris mon livre de logique que le monde a attendu si longtemps et avec tant d'impatience. » Ce qui nous prouve que Peirce maniait l'autodérision avec un art assez consommé. Il ne faisait pas trop d'illusions sur l'impatience du monde à lire sa logique. Alors, ce rapport, bien sûr, entre pragmatisme et brouillard, à ce stade, je vous le concède sans problème, serait tout anecdotique et extérieur. Mais j'aimerais commencer à vous convaincre ce soir qu'il permet de voir quelque chose de plus central dans le pragmatisme, ce dont je vais essayer de vous convaincre, et quelque chose qui n'a pas forcément été vu dans les nombreux textes consacrés à ce mouvement. Et c'est le même Peirce qui formulera, dans une recension de 1894, ce propos frappant que je vais citer à l'instant, pour critiquer ceux qui pensent qu'on peut obtenir la clarté cristalline, crystal clearness, en science comme en philosophie. Il pense que, évidemment, les qualités de clarté en ce sens-là sont intéressantes, mais elles appartiennent aux époques où le savoir s'est en quelque sorte sédimenté, où on peut en faire des grandes synthèses et en répartir les grands domaines. Et voilà ce qu'il nous dit. Et donc, il en fait souvent la caractéristique des seconds couteaux. Et il nous dit, la raison en est que les plus forts, et il parle des plus forts esprits ici, sont ceux qui sont capables de saisir une conception cruciale bien avant que les progrès de l'analyse n'aient permis de l'expurger des difficultés et des obscurités. Et voilà donc un rapport qui me semble beaucoup moins extérieur et anecdotique d'un seul coup, voire plus loin que les autres dans le brouillard. Vous voyez qu'il n'est pas question ici de dissiper toute obscurité et toute confusion, mais de se frayer un chemin dans ce milieu, de se ménager un chemin dans ce milieu. Je m'arrête un instant. Voilà, pour être bien à l'image. Et donc, c'est cette piste, en un mot, que je voudrais suivre avec vous ce soir, et dont vous avez deviné qu'il allait être question de la clarté et de la distinction, chez Peirce et chez d'autres pragmatistes, pour vous montrer peut-être en quoi elle permet de relire le projet pragmatiste. Alors, je partirai d'un des points les plus connus du pragmatisme et de l'œuvre de Peirce, qui est ce qu'on appelle la maxime pragmatiste, qui sert justement à éclaircir les significations. Et j'en viendrai ensuite à quelques catégories majeures du pragmatisme. Mais auparavant, puisqu'il va être question finalement, dans un instant, d'un couple assez canonique en histoire de la philosophie, le clair et le distinct, dont je donnerai quelques définitions dans un instant, je voudrais en quelques minutes insister, même si mon propos portera pour l'essentiel sur des concepts et des arguments, insister sur le fait que Peirce n'a pas toujours été bien servi par l'histoire de la philosophie. Et qu'un pan entier de recherche reste à mener. En effet, si Descartes et Leibniz sont souvent cités quand on commente le texte dont il sera question, comment rendre nos idées claires, et donc c'est normal qu'ils le soient, ce sont des références attendues sur le thème, et ça reste des références évidentes pour quiconque entend parler du clair et du distinct, on ne s'est pas assez interrogé sur les sources de Peirce. Or, à lire ces nombreuses fiches lexicographiques, ces fiches, en gros, noter des définitions et des références dans des ouvrages, ces fiches des années 60, on voit qu'Aristote, le Kant de la logique sont mentionnés, et ainsi que d'autres auteurs, un peu oubliés aujourd'hui. Je pense à Hamilton, ou je pense aussi à l'historien des sciences, William Whewell, qui a de longs passages sur la manière dont les notions abstraites en sciences sont clarifiées dans et par des controverses.
De la même manière, il se passe quelque chose d'important dans ces années-là. Les auteurs tels que Peirce lisent la logique de Port-Royal dans la traduction, dans une traduction faite par un dénommé Baines, et ce dernier n'était pas satisfait du traitement qui était donné du clair et du distinct dans la logique de Port-Royal, et il lui adjoint sa propre traduction de la méditation sur la connaissance et la vérité de Leibniz, qui fait que les collègues de Peirce découvrent ce texte dans ce recueil-là. Alors, mon but n'est pas de vous assommer de détails et d'érudition ici sur l'histoire de la philosophie, mais je trouve dommage en fait, qu'on ait relu Comment rendre nos idées claires uniquement à l'aune de Descartes et Leibniz. S'il fallait prendre qu'un exemple ici, Peirce a des notes très précoces sur le début de la physique d'Aristote. Voilà, donc les noms, vous avez l'orthographe de Whewell, qui est toujours un peu piégeux au départ. Et il a une note sur le début de la physique dans laquelle Aristote nous dit effectivement les choses qui nous sont d'abord manifestes et claires sont les plus confuses, mais plus tard, à partir de celle-ci, les éléments nous deviennent connus et les principes les divisent. En gros, comme si nous avions d'abord des tout manifestes et clairs, mais indistincts, que nous pouvons ensuite diviser quand nous avons analysé les différents composants avant de les rapporter aux causes, principalement, dont ils dépendent. C'est ainsi, nous dit Aristote, que les petits-enfants appellent d'abord tous les hommes pères et mères toutes les femmes, et distinguent plus tard chacun d'entre eux. Autrement dit, ils identifient bien des personnes, mais le système de relations qui permet d'en appeler certaines pères et d'autres mères, système qui est assez complexe d'ailleurs, ne viendrait qu'ensuite. La clarté d'abord, la distinction ensuite. Mais alors, justement, pourquoi ne cite-t-on jamais ce texte quand on commente Peirce, alors qu'il l'a lu, il le référence avant même d'écrire Comment rendre nos idées claires. Donc, il y a tout un massif d'histoire de la philosophie, je n'y rentre pas ce soir, mais je trouve que c'est un angle mort ou un parent pauvre de l'histoire de la philosophie, d'autant que le texte dont on va parler est sans doute le plus connu de Peirce. Mais venons-en maintenant donc à ce lieu classique, ce locus classicus qui est Comment rendre nos idées claires, donc article publié par Peirce en 1878 et ensuite commenté. Tous les gens qui vont s'appeler pragmatistes vont commenter ce texte ou en reprendre une idée. Et il y a bien sûr dans ce texte ce qu'on y attend, ce qu'on va y chercher. Il s'agit bien d'éclaircir des notions abstraites qui, parce qu'elles sont équivoques ou parfois parce qu'elles sont de pur non-sens, suscitent des controverses infinies et insolubles. Concernant le critère de clarté, donc voilà, premier degré de clarté ici, Peirce l'exprime en disant qu'une idée claire est définie, et donc il a le sentiment de résumer Descartes en disant ça, une idée claire est définie comme celle qui est appréhendée de telle manière qu'on la reconnaîtra, on la reconnaître parmi d'autres, on la reconnaîtra partout où on la rencontre, et qu'on ne la confondra, il y a une coquille ici, avec nul autre. On ne la confondra avec nul autre. Et bon, chez Descartes, la clarté caractérisait la connaissance, l'idée ou la perception qui était présente à un esprit attentif, c'est pas moi qui sonne, Descartes ajoutait, donc on l'a en principe en 45, et Descartes ajoutait que pour pouvoir fonder un jugement, une perception doit en outre être distincte, et est alors appelée distincte une connaissance qui est tellement précise et différente de toutes les autres qu'elle ne comprend en soi que ce qui paraît manifestement à celui qui la considère comme il faut. Lorsqu'une connaissance est distincte, donc je puis facilement, forcément, la distinguer de toutes les autres, et il y a là une dimension relationnelle, même si Descartes n'utilise pas ce terme. Alors, les termes clairs et distincts, ici, ne sont pas interchangeables chez Descartes. Par exemple, la connaissance que j'ai de ma douleur peut être claire sans que sa source ou sa localisation soit distincte. On peut cependant dire en première approche que ce que Peirce appelle clarté, et qui constitue chez lui le premier degré de son analyse, correspond assez bien au couple clair et distinct chez Descartes. Je sais que j'ai cette connaissance ou représentation et je suis capable de la distinguer des autres. Pour autant, il est frappant que Peirce, pour la caractériser, je remets une seconde la manière dont il l'a caractérisée, renvoie finalement à une capacité. Ça devrait nous étonner. Ici, on la reconnaîtra. Et non pas de manière privilégiée au registre de la vision, ni même de la conscience, en fait. Et la clarté, dans la suite du texte, sera ensuite rapprochée de la familiarité, sous ces deux noms anglais, familiarity et acquaintance. Donc, c'est intéressant de voir que dès qu'il reprend ce premier critère,
Peirce cherche à l'expurger de finalement toute référence au domaine optique, au domaine de la vision qui surplombe en général cette distinction. Donc, premier critère de clarté que Peirce reconnaît, mais il pense qu'elle n'est pas suffisante. Il évoque ensuite Leibniz, alors toujours aussi avec des libertés vis-à-vis de l'histoire de la philosophie, mais cette fois, la distinction, qui est effectivement rapprochée de Leibniz, comme on peut s'y attendre, est décrite comme la claire appréhension de tout ce qui est contenu dans la définition. Là, cette fois, c'est la fin de la définition qui est importante ici, tout ce qui est contenu dans la définition, et ce qui est au fond assez exact historiquement et correspond à ce qu'on trouve dans la méditation sur la connaissance, la vérité et les idées de Leibniz, qui nous dit en effet, est-ce que je le cite, oui, que la représentation claire est celle qui permet de reconnaître l'objet qu'elle représente. On reconnaît nous-mêmes les propos de Peirce il y a quelques secondes. Et donc, bon, ce qui correspond en gros à ce que Descartes nous a dit sur la clarté et la distinction. Et il ajoute qu'elle est distincte lorsqu'il est possible d'énumérer une à une les marques suffisantes pour distinguer la chose d'entre les autres. L'image qui revient souvent chez Leibniz à ce moment-là, c'est l'essayeur d'or, celui qui doit distinguer l'or d'autres métaux, par exemple. La capacité ne suffit plus. Ici, il faut être capable de donner les marques, les caractères qui composent une notion et qui la distinguent des autres. Alors, pour autant, Peirce estime que ces deux critères ne suffisent pas si on veut arriver à éclaircir les discussions métaphysiques infinies, ou même les discussions scientifiques, et il estime qu'il vaudrait mieux reléguer au cabinet de curiosité, nous dit-il, ce couple, et qu'il convient de se donner d'autres critères. Pour lui, les critères cartésiens ne permettraient pas de distinguer entre ce qui est clair et ce qui semble clair. Peirce estime qu'on a besoin de faire une différence. Et pour lui, le critère leibnizien est réduit ici à sa stérilité, car, bon, ce qui aurait beaucoup choqué Leibniz sans doute, car, nous dit Peirce, on ne peut rien apprendre de nouveau en analysant des définitions. Ce qui en dit peut-être plus sur ce qui intéresse Peirce dans la science, la manière dont de nouvelles connaissances, de nouvelles lois surgissent, que finalement sur sa lecture de Leibniz. Toujours est-il que Peirce suggère d'introduire un troisième degré de clarté, qui est cette fois pratique et qui va faire les deux choses à la fois, rendre manifeste ce qui était porté plus ou moins par le premier critère de clarté et distinguer ce qui était porté par la référence ici à la distinction dans mes définitions précédentes. Et Peirce l'énonce comme suit, donc il s'est formulé à la manière d'une maxime: considérer à l'infinitif quels sont les effets pratiques que nous pensons pouvoir être produits par l'objet de notre conception, la conception de tous ces effets, de ces effets pratiques, et la conception complète de l'objet. Bon, on pourrait ironiser sur le fait que cette troisième règle de clarté ait donné lieu à autant de discussions, d'âpres discussions chez les pragmatistes, ce qui prouve qu'elle n'était peut-être ni claire ni distincte au départ, mais, et c'est d'ailleurs celle qui allait attirer l'attention de William James, qui la commente lorsqu'il va introduire le terme de pragmatisme en 1898. Le terme de pragmatisme ne figure pas dans l'article original de Peirce. Mais avant de souligner en quoi la proposition de Peirce ouvre sans doute plus de problèmes qu'elle n'en résout, et ces problèmes sont intéressants, ils font partie de la lecture de Peirce, je n'évoque pas ça à la manière d'une objection. Donc, même si cette position va susciter plus de problèmes qu'elle n'en résout sur les deux plans évoqués, rendre manifeste et permettre de distinguer, et ce qui fait qu'elle ne pourra être lue comme un pur et simple renversement des philosophies précédentes, mais bien comme une transformation, indiquons en quelques mots en quoi ces éclaircissements consistent dans l'article de 1878. Essayons d'éclaircir par la pratique cette maxime de clarté. Peirce éclaircit de nombreux termes. Certains appartiennent à des controverses théologiques. C'est le cas du problème de la transsubstantiation, ce qui est assez aventureux pour Peirce d'aller sur ce terrain-là. Et ce qui est bien sûr très polémique, Peirce estime que la controverse entre les catholiques et les protestants au sujet de la transsubstantiation est purement verbale à partir du moment où ils sont d'accord sur les particuliers sensibles de l'hostie et du vin de messe. Bon. On pourra revenir sur cette controverse peut-être dans la discussion, mais d'autres termes de l'article de Peirce relèvent des sciences de la nature. C'est le cas de la dureté, ce qui est dur, du poids, de la force, d'autres enfin de la métaphysique, comme le montre toute la section finale qui porte sur la réalité. Et James lui-même va appliquer cette maxime à d'autres problèmes, notamment à des grands dilemmes existentiels, par exemple le choix entre le théisme
le monde a-t-il été créé par Dieu, ou le matérialisme, ou entre le monisme, le monde est-il un, et le pluralisme, est-il fait de plusieurs types d'étangs, de plusieurs perspectives, etc., de plusieurs choses. Et Dewey, là aussi, reprendra cette formule en s'intéressant d'abord à la manière dont une notion peut être enseignée, en supposant que si on ne peut pas l'enseigner ou imaginer un contexte dans lequel on l'enseigne, elle est sans doute creuse, et donc en faisant de l'éducation un de ses premiers laboratoires. Et prenons donc l'exemple peircien de la dureté, qui est tout à fait présent dans l'empirisme classique. On pourrait tenter d'en faire une qualité première, qui serait donc dans la sensation ou l'idée comme elle est dans les corps. Et Peirce, appliquant la maxime citée plus haut, estime que si on veut savoir ce que signifie dur pour un minéralogiste, alors c'est dommage, j'avais des cristallographes, je crois, tout à l'heure dans la première conférence, eh bien, par exemple, il ne sera d'aucun secours de lui demander de procéder à une introspection. On ne va pas lui demander qu'est-ce que tu ressens, examine ton idée. Peirce ajoute ce critère, il dit le terme désigne alors simplement le fait que si la pointe de son couteau, le couteau du minéralogiste, est appliquée au corps en question, elle ne le rayera pas. Donc, c'est l'échelle de mots pour ceux qui connaissent ou qui ont fait une collection de minéraux quand ils étaient enfants, même aujourd'hui. Alors, ce qu'on peut dire par rapport à un schéma plus classique d'éclaircissement, qui nous aurait reconduit à une idée, ou une intuition, ou une impression, ou une sensation, ou tout assemblage à partir de ces choses-là, ou à une sensation de dureté, donc c'est que les choses ont considérablement changé. Du moins, c'est l'ambition ou c'est le sentiment de Peirce. Après, il nous appartient de discuter si la révolution est si radicale que ça. Mais tout d'abord, le premier changement, c'est que, en rapportant cette idée aux effets pratiques attendus, Peirce ouvre la possibilité que, selon les contextes, la même notion désigne des états de choses fort différents. Précisément parce que ces effets pratiques, qui vont en anglais, l'anglais est plus précis, c'est practical bearings, les incidences pratiques. Mais en tout cas, ces effets pratiques ne sont pas les mêmes. En sortant un peu de la lettre de l'article, on pourrait dire que ce pain est dur, ce matelas est trop dur, ou encore que cette eau du robinet est dure, sont éclaircis en référence à des registres pratiques différents. Et qu'on ne pourra pas ressortir le couteau du minéralogiste, par exemple, pour trancher la question de savoir si le pain est dur. Ce ne sera pas le bon registre pratique. En tout cas, ce qui m'intéresse ici, et c'est là où on va peut-être commencer à avoir des choses nouvelles dans la maxime de Peirce, c'est que ce contexte pratique n'a aucune raison de se présenter avec l'évidence d'une perception ou d'une idée. Et la liste des registres pratiques est sans doute ouverte. Et il me semble qu'il y a là un fil qui va de Peirce au Wittgenstein des recherches philosophiques et qui est extrêmement important. Deuxièmement, ces effets sont publiquement observables. C'est d'ailleurs en général en y renvoyant autrui, regarde, ça raye ou ça raye pas, ou y compris pour le pain, le matelas, l'eau dure, etc. C'est en renvoyant autrui à ces effets que je pourrais commencer à argumenter avec lui sur le bien fondé qu'il y a à utiliser tel ou tel prédicat. Mais donc, ce qui est manifeste dans la clarté n'est donc plus l'idée, mais l'ensemble de ces effets tels qu'ils peuvent se manifester publiquement. La clarté n'est plus ce qui se donne à un esprit attentif individuel. En tout cas, n'est plus seulement ce qui se donne à un esprit attentif individuel, à suivre Peirce. Enfin, eh bien, ces effets, ces éclaircissements mettent en jeu non des perceptions isolées ou des idées individuelles, mais des relations répétables entre des corps ou entre des objets ou encore entre des êtres de ce monde. Donc, ces relations, à nouveau, là, en l'occurrence, les relations répétables entre le couteau et ce rocher, par exemple, ne sont pas données d'emblée, et ce qu'elle nous enseigne fait l'objet d'enquêtes. Donc là aussi, ne peut pas se révéler immédiatement, instantanément, par une inspection de l'esprit. Bref, si je ne me trompe pas, nous n'avons pas ici un pur renversement des approches classiques, car l'éclaircissement d'une signification n'est pas immédiat, ne serait-ce que parce qu'il faut pouvoir décrire ces effets pratiques et que cette description n'est pas toujours une tâche triviale, qui implique parfois de restituer un minimum de détails d'une théorie ou d'une observation donnée.
Alors, je vais passer ici, à ce stade, à cet embranchement-là de ma présentation, sur un argument que j'ai développé en détail justement dans le livre, peut-être qu'on va le faire circuler plus tard au moment des questions, qui s'appelle « L'esprit en acte », de manière à ne pas répéter quelque chose que j'ai fait par ailleurs, qui est que derrière cette solution de Peirce se cachait d'emblée un autre problème plus profond. Parce que, admettons qu'il ait raison, admettons que ce soit une bonne maxime, ou en tout cas une maxime acceptable, admettons qu'effectivement, les effets pratiques nous permettent de distinguer des idées ou des concepts. Bref, acceptons la formule de Peirce. Est-il si certain que la pratique elle-même soit si claire et si distincte, qu'on puisse la décrire si aisément? N'y a-t-il pas une foule de cas dans lesquels nous ne sommes pas certains d'identifier un acte ou de dire ce qui se passe précisément? Donc ça, c'est autour de cette difficulté que je travaillais dans la troisième partie du livre qui circule. On pourrait s'engager là-dedans, mais je voulais plutôt cerner, chose que je n'ai pas faite dans le livre, d'autres concepts importants ou d'autres lieux dans lesquels on voit que cette question du manifeste et cette question de la confusion, qui serait ici l'envers de la distinction, ressurgit sans arrêt à tous les stades de l'épistémologie de Peirce, et si je ne me trompe pas, dans des moments stratégiques des philosophies pragmatistes. Et donc, ce dont je voudrais vous convaincre, après avoir donné une rapide lecture de cette maxime, c'est de l'omniprésence de cette question de la confusion, qui est d'un certain point de vue irréductible en épistémologie, en éthique, en politique, et peut-être même en ontologie. Je voudrais vous convaincre, disons, de cette omniprésence. Et pour ça, je vais d'abord tirer donc, ce qui résume ce que je viens de dire. Je vais d'abord tirer un premier fil dans des textes antérieurs à comment rendre nos idées claires. Il me semble qu'il y a des textes de Peirce qui nous montrent très clairement, eux aussi, qu'il ne s'agit pas de retrouver à un autre niveau une évidence que nous aurions perdue. Peirce, vous le savez peut-être, entend rompre avec ce qui est pour lui un préjugé, selon lequel nous aurions même des idées que nous pourrions contempler et inspecter à la manière d'une intuition. C'est un critique féroce de la notion d'intuition. Et donc, si on a lu par exemple ce texte, le texte de 68, les questions sur certaines facultés qu'on prête à l'homme, on voit qu'on ne pourra jamais répondre à l'exigence de clarté en convoquant une idée, une présentation ou une perception qui serait entièrement récapitulée dans sa présence ponctuelle. Et en un sens, il n'y a pas de différence entre des idées qui seraient claires et distinctes par nature et d'autres qui seraient obscures ou voilées. Ça, c'était déjà un argument dans le texte que je cite à l'instant. Et Peirce démontrait, par exemple, dans la deuxième question, que des notions supposées évidentes, le je, le soi, par exemple, n'étaient pas données, mais inférées. Pour lui, la distinction, elle porte entre intuition et conclusion d'une inférence. Je vais rentrer dans le détail, mais l'intuition, pour lui, ce n'est pas uniquement un épisode psychologique, c'est tout ce qui est prémisse d'une inférence sans jamais être une conclusion, qui n'est pas dérivé d'une inférence précédente. Un acte de l'esprit peut être une intuition, mais l'argument d'autorité fonctionne de la même manière, tant qu'on ne cherche pas à le justifier ou qu'on ne le remet pas en cause. Et Peirce va même jusqu'à penser que les impressions des empiristes, par exemple, fonctionnent de cette manière-là. Je clôt cette parenthèse, mais c'est juste pour vous montrer qu'il a un usage extrêmement général et au fond logique du terme d'intuition. Et Peirce évoquait dans cette question 2 l'expérience de l'enfant, qui en devenant apprenti locuteur, rencontre des témoignages contradictoires aux siens, et qui, prenant ainsi conscience, nous dit Peirce, de son ignorance, l'enfant prend conscience de son ignorance, en vient à supposer un moi sur lequel puisse venir se greffer cette ignorance. Si j'ignore quelque chose, c'est donc bien qu'un sujet connaissant est le porteur de cette ignorance. Là aussi, les proximités différences avec Kant seraient à étudier de près. Mais en tout cas, c'est de cette manière, dit Peirce, que le témoignage suscite le premier réveil de la conscience de soi. Donc la conscience de soi, pour lui, elle n'est pas directe, elle n'est pas donnée d'emblée, elle est le résultat d'une conclusion, et son idée est que nombre de réalités qu'on aurait envie de placer au départ, comme prémisse indiscutable de nos raisonnements, sont en fait des conclusions, si bien que, comme pour toutes les conclusions, on peut espérer les éclaircir en expliquant comment nous y sommes parvenus. Expliquer la subjectivité, le soi, le je,
Ce n'est pas nous renvoyer à une idée ou à une inspection de l'esprit, c'est dire comment nous en sommes venus à conclure à l'existence de ce sujet. De même, Peirce ajoute qu'on pense tous avoir une idée assez assurée du chemin qui nous mène à notre bureau ou encore à un autre lieu bien connu de nous, mais personne, pense Peirce, n'en a une idée déterminée sous tous ses aspects. Et, ajoute-t-il, encore moins une image. Nous avons plutôt le sentiment sourd que si nous étions placés dans de telles conditions, nous pourrions la reconnaître. C'est une disposition, c'est une capacité, et c'est très intéressant parce que Peirce refuse tout, on dirait aujourd'hui pictorialisme, ce genre de choses. Et cette fois, c'est bien une connaissance ordinaire dont il s'agit ni de contester la solidité ni la fiabilité, qui apparaît bien différente d'une image parfaitement claire et déterminée sous tous ses aspects. Et donc, forcément, il va y avoir de la clarification, et il va y avoir une forme de confusion, et je vais le dire à un instant, de vague irréductible, parce que nos idées principales ne nous sont jamais données sous forme d'intuition. Ce sont des conclusions. Et donc, il faut évidemment éclaircir, déplier des inférences. Si j'essaye de, sans avoir l'ambition de résumer tout le Peirce des années 1860 en quelques instants, si on a deux choses à retenir de cette époque, c'est donc qu'il n'y a pas d'intuition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'épisode de connaissance qui pourraient être des prémices d'inférence et leur conférer une autorité qui ne soit pas également des conclusions d'inférence précédentes. Et du point de vue de Peirce, qui invente la sémiotique dans ces années-là, en tout cas la sémiotique scientifique, ça veut dire qu'il n'y a pas de point de vue extérieur à ce filet des inférences qui s'étend en amont et en aval à perte de vue, ou pour le dire d'une autre manière, puisque Peirce pense qu'une inférence n'est qu'une manière réglée pour un signe d'en déterminer un autre, il n'y a pas d'idée en dehors de la transformation de signes en d'autres signes. Et donc, voilà une justification, en tout cas, de ce qu'on retrouve ou de ce qui pouvait nous étonner dans le texte de 78. Par ailleurs, deuxième point que je ne peux qu'effleurer, c'est que Peirce est convaincu que la réalité n'est pas faite exclusivement d'individus déterminés sous tous leurs aspects. Peirce estime que ce préjugé, le préjugé selon lequel justement la réalité serait faite ainsi, d'individus parfaitement déterminés sous tous leurs aspects, c'est un aspect du nominalisme de son époque, nominalisme qu'il combat. Une pensée nominaliste, pour prendre, disons, sa variante la plus commune, serait une pensée qui estime que seuls les individus sont réels et, par exemple, que les termes généraux n'existent que, je mets entre guillemets le que dans le langage ou que dans l'esprit. Les différentes variantes de nominalisme. Jean, Paul, Marie, Jeanne, etc. sont réels et ainsi de suite, mais par exemple, la société ou le groupe qu'ils composent ne l'est pas, ou ne l'est qu'en ce qu'elle peut être reconduite à l'action d'être individuelle. J'aurais beaucoup plus de nuances ici, des questions de composition. En tout cas, Peirce retenait et contre ce nominalisme foncier de son époque. Et dans le domaine de la connaissance, cette position nominaliste revient à admettre que sont réelles les impressions, les sensations individuelles, parfaitement déterminées, et éventuellement les donations de soi à soi, pour ceux qui pensent qu'il y en a, qui n'ont pas ce vocabulaire, comme dans l'introspection, mais les nominalistes vont penser que tout le reste, un peu à la manière des esprits des morts chez Tirésias, dans l'Odyssée, qui ne subsistent que grâce au sang des vivants, et bien que tout le reste n'est réel que de manière seconde. Et à rebours, Peirce pense que la science de son temps milite en faveur de la réalité des termes généraux. Il pense que qu'il y a des termes généraux réels, cette généralité n'apparaissant d'ailleurs souvent que dans le traitement des séries statistiques dont il est un des pionniers. Il faut un travail pour les faire apparaître et qu'il conviendrait de tirer les conséquences de cette leçon dans d'autres domaines que les sciences de la nature. Peirce essaie de les tirer en psychologie expérimentale, dont il est aussi un des pionniers, et dans l'étude de divers aspects de la vie humaine. Alors, avant de quitter ce point, retenons que Peirce ne dit pas que seuls les généraux sont réels, ni même que tous le sont, mais qu'il est trompeur de réduire intégralement la réalité à des termes individuels, et il estime donc que certains traits généraux sont réels, manifestés ou élucidés par la science physique, par exemple. Et, deuxième point, puisqu'on pense généralement les individus comme déterminés sous tous leurs aspects, Peirce va jusqu'à estimer qu'il y a même une réalité du vague. Je ne peux pas rentrer, disons, dans la logique, la métaphysique peircienne du vague. Il y a de bons spécialistes en France. Mais en tout cas, Peirce nous dit du vague que c'est une des manières de le caractériser, c'est de dire qu'il échappe au principe de contradiction. D'accord ? Et un énoncé comme « il y a de l'ordre où le monde est ordonné », par exemple, eh bien, on est typiquement dans un cas où le principe de contradiction, selon lequel A n'est pas non A, ne fonctionne plus,
il y a de l'ordre dans la nature ou le monde présente de l'ordre, ne dit pas qu'il n'y a pas de désordre. Alors, il faudrait creuser cette idée-là, et je ne peux pas le faire, on peut le faire dans la discussion, mais Peirce est convaincu de la réalité du vague. Il est convaincu que ce n'est pas uniquement un effet épistémique lié à mon manque de connaissances, mais que c'est un trait de la nature. Et donc, on retrouve là, finalement, peut-être une raison supplémentaire pour laquelle l'idée, en tout cas, de clarté cristalline et de distinction absolue n'est pas possible pour des raisons épistémologiques et, au fond, métaphysiques. Alors, il y a une autre raison qui est antérieure à l'enquête. Je vais gommer une seconde là, le texte pour pas que ça nous distrait, mais Peirce, ça pourrait nous étonner, décrit l'enquête dont il est question. Les pragmatistes préfèrent penser la connaissance sous le terme de l'enquête, qui insiste plus sur la dynamique de recherche que sur les résultats ponctuels de tel ou tel moment de la science. Et ce qui pourrait nous étonner, ce qui, moi, en tout cas, m'a étonné il y a de nombreuses années, c'est pourquoi Peirce, qui écrit une logique de la science, commence par nous parler de la croyance et du doute. Alors même qu'il est anti-psychologiste, pour beaucoup d'autres raisons, il y a quand même quelque chose d'ici qui est étonnant. Pourquoi est-ce qu'il décrit l'enquête comme la résolution de doutes pour arriver à des croyances? Et on ne s'est pas assez interrogé sur ce choix, d'autant qu'il semble être en tension avec l'accent, dont je le disais, anti-psychologiste de Peirce dans d'autres écrits de l'époque. Et la réponse se trouve pourtant dans d'autres écrits de jeunesse de même Peirce. Il part du constat que la notion de vérité est controversée. Là aussi, peut-être il faudrait remonter à Kant, mais en tout cas, il ne voit que disputes infinies de métaphysiciens. Vous mettez 50 métaphysiciens dans une pièce, il y a 50 opinions différentes et chacun est persuadé que la sienne est supérieure à celle de tous les autres. Peirce donc, part du constat qu'il n'y a pas accord au sujet de la vérité dans la communauté philosophique, qui est censée être spécialiste de ces questions, et de ce fait, accrocher une théorie de l'enquête à une notion qui est controversée, c'est-à-dire de dire on va parler de la science et on va la définir comme la recherche de la vérité, par exemple, ce qu'on pourrait tout à fait faire, eh bien, cela lui semble de l'accrocher donc à une notion controversée de ce fait douteuse et exposer l'ensemble de la démarche à ces mêmes doutes. Et autant, poursuit Peirce, partir de notions dont nous sommes certains qu'elles sont mobilisées dans le raisonnement, poser des questions, prendre en compte celles des autres, ce qui l'englobera sous le terme très générique de doute, parvenir à des conclusions dont nous sommes satisfaits, qui semblent provisoirement échapper aux doutes les plus acérés, ce qu'il appellera alors croyance. On peut remettre le texte, mais qui me semble extrêmement important là aussi, pour voir à quel point la confusion est endémique. Et on se déplace sur un terrain dans lequel on ne peut pas la résorber d'un coup et sans doute même pas la résorber totalement. Voilà la citation. Ce que nous souhaitons, c'est établir la vérité. Mais qu'est-ce que la vérité ? Peirce commente, c'est une enquête indispensable si nous définissons ainsi la fonction de la raison, c'est-à-dire si on définit la raison comme en fonction de la vérité, mais qui nous plongerait aussitôt dans un océan de métaphysique dont nous ne saurions espérer rapidement émerger. Ce qui ne fait pas peur à Peirce. Il va faire 30 ans de métaphysique, souvent de la plus compliquée qui soit, mais en tout cas, ce n'est pas la bonne méthode si on veut écrire en gros un traité d'épistémologie dans les années 70. Les opinions sur ce sujet sont variées et ce qu'est la vérité est par conséquent incertain. Ici, il est cohérent avec son principe, il faut au moins espérer une convergence des enquêteurs vers un résultat. Évitons donc cette idée de vérité autant que faire se peut, et restons dans le domaine de ces notions quotidiennes et concrètes sur lesquelles il ne peut y avoir ni vague ni mystère. Bon. Évidemment, l'enquête sur la vérité, sur le réel et même sur les différentes catégories du réel, c'est quelque chose qui va occuper Peirce, mais je note ici, en voyant ce texte, que le choix même du terrain du doute et de la croyance est une prise en compte de la confusion qui s'attache à l'idée de vérité. C'est à cause d'elle qu'on va parler du doute et de la croyance, et ce n'est pas pour une autre raison. Bien sûr, Peirce ne renonce pas au projet d'une métaphysique scientifique et il pense qu'on peut éclaircir cette notion de vérité. Mais cela, précisément, c'est l'objet d'une enquête et non pas ce qui peut la précéder. Par ailleurs, on peut tout à fait enquêter en partant de prémices insuffisamment éclaircies et que l'enquête va justement éclaircir, ce qui constitue une raison supplémentaire de s'intéresser au processus plus qu'à une de ces reconstructions abstraites. Retenons en tout cas ici que la théorie de l'enquête fait droit à l'idée que nous enquêtons dans un contexte de confusion endémique, aux deux sens principaux de la confusion, soit que l'absence de repères nets nous empêche de délimiter les étangs et les lois propres à un domaine,
j'appellerais ça la confusion tout court, soit parce que les théories dont nous disposons ne nous permettent pas de distinguer des réponses toutes deux compatibles avec l'ensemble des données et les éléments de preuve dont nous disposons. Nous ne pouvons pas distinguer une solution d'une autre. Donc la confusion tout court dans le premier cas, la confusion entre deux réponses distinctes dans le second. Donc c'est au départ de la position de Peirce dans les textes épistémologiques et métaphysiques des années 60. Si on saute de l'autre côté maintenant, et qu'on va du côté de Dewey, donc là je vais ouvrir sur d'autres philosophes pour montrer que ce qui m'intéresse ne se limite pas, et j'ai pas tout dit de Peirce, mais il faut parler des autres, je voudrais montrer que ce même motif se retrouve dans d'autres moments de la philosophie. La confusion peut ensuite être celle de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Dewey, John Dewey, lorsqu'il formulera sa théorie de l'enquête en 1938, dans la logique, précisera cette idée. Il nous dira, on n'enquête pas simplement parce qu'on enquêter, c'est-à-dire faire de la recherche. C'est écrire un article dans Science ou Nature ou publier un article dans l'excellente revue des archives, Philosophia Scientiae ou ailleurs. Mais en tout cas, on n'enquête pas en suivant un pur décret de la volonté ou de l'imagination. On enquête parce que la situation dans laquelle nous nous trouvons, pense Dewey, est elle-même confuse. Il y a quelque chose d'objectivement confus dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, ce qui fait que nous enquêtons. Que certains de ces traits, par exemple, sont incompatibles entre eux, ou encore parce que nous ne parvenons pas à établir des repères nets pour nous y orienter. Nous ne parvenons même pas à discerner des étangs, des personnes, ou des êtres ou des objets dans cette situation. Et le traitement le plus concis de cette question se trouve au chapitre 6 de la logique, intitulé « The Pattern of Inquiry », le motif de l'enquête, on pourrait dire, et Dewey propose de la caractériser comme suit. C'est la définition de l'enquête chez Dewey, à partir de laquelle on pourrait sans doute reconstruire toute son épistémologie. L'enquête, donc ici, il ne nous dit plus c'est répondre à des doutes, arriver à des croyances stables, c'est autre chose. L'enquête est la transformation contrôlée et dirigée d'une situation indéterminée en une situation qui est si déterminée dans ses distinctions et relations constitutives qu'elle convertit les éléments de la situation originelle en un tout unifié. Il va falloir comprendre ça, parce que là aussi, c'est abstrait, là aussi, il va falloir rendre manifeste et distinct ce qu'il y a dans cette... Mais retenons en tout cas que l'enquête, c'est il faut transformer une situation et qu'on part d'un tout qui est indéterminé dans certaines de ces dimensions pour arriver à une situation, on transforme la situation elle-même pour qu'elle soit déterminée dans ses distinctions et relations constitutives. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Si on prend, je donne directement un exemple, Galilée, par exemple, qui lâche ses mobiles de masse diverses depuis la tour de Pise, nous dit-on, affronte une situation qui est indéterminée, car précisément, on ne peut pas déterminer avant cela si un mobile va accélérer davantage s'il est plus massif, s'il est plus grave qu'un autre. Galilée transforme la situation en instituant une expérience qui va mettre en relation ces variables qu'on ne pouvait pas mettre en relation auparavant. Et la conclusion est que la vitesse de chute, tout comme l'accélération, sont indépendantes de la masse du mobile, dépendent du temps. Et donc, alors, si je prends cet exemple-là, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur, mais je vous le livre en tout cas, nous avions une situation partiellement indéterminée au départ, et nous en avons une autre où ces éléments sont maintenant réunis en un tout unifié à la fin, et tellement unifié qu'on peut avoir la formule x égale, y plutôt égale moins 1,5 de gt, gt temps au carré. Pour le faire, il ne suffisait pas de consulter son esprit, ni même de rassembler les meilleurs outils mathématiques. Il fallait transformer la situation de départ, celle de tous les corps qui tombent de toutes parts, on n'arrive pas à mesurer, on n'arrive pas à établir des relations, de telle sorte qu'ils permettent une réponse à notre question. Et donc, le point de départ de Dewey semble extrêmement proche de celui de Peirce. On commence à enquêter lorsqu'on se pose des questions, lorsque nous avons des doutes, mais il apporte quelque chose de décisif, me semble-t-il, pour notre propre enquête et qui tient à sa description de la situation douteuse. Alors ici, je n'ai pas donné de grosses citations, je vais chercher des éléments dans le voisinage, dans la logique. Parce qu'en effet, le fait qu'une situation soit indéterminée ne suffit pas à en faire le point de départ d'une enquête.
Ça ne suffit pas de donner lieu à une publication. Si je reprends mon vocabulaire de tout à l'heure, il faut en outre qu'elle possède, il nous dit Dewey, une qualité particulière. Il nous dit un caractère douteux unique qui en fait juste et seulement la situation qu'elle est. Un petit peu comme ce qu'il y a de douteux en elle, et Dewey tient à avoir un usage objectif du terme douteux, comme si ce caractère douteux individualisait la situation. Pour reprendre des termes que Peirce aurait pu employer, la confusion dont il est question n'est pas totale, elle est notre confusion. Notre confusion à nous, non pas au sens où elle serait dans nos têtes seulement, mais au sens où elle est une confusion qui nous définit singulièrement en tant qu'enquêteurs. La confusion face à la relation entre la vitesse de chute et le poids définit la position de Galilée en tant qu'enquêteur. Ça fait partie de la situation dans laquelle tout le monde est pris à ce moment-là. Et donc, si on pense à Galilée en haut de sa tour de Pise, c'est l'indétermination de la relation masse-vitesse de chute en lien avec les questions que se posent d'autres enquêteurs et en lien également avec des expériences de pensée qui fait de son expérimentation un élément d'une enquête, par distinction avec, je ne sais pas, il aurait pu jongler avec les boules, par exemple, ou s'en servir comme de projectiles pour atteindre les spectateurs sur la pelouse. L'enquête de Galilée implique de mettre en relation ces éléments, les mobiles, les questions, les expérimentations et même les expériences de pensée. Et c'est donc ce qui distingue, est-ce que je peux avancer là-dessus, c'est ce qui distingue voilà, une situation totalement indéterminée d'une enquête. Dewey ajoute, à moins qu'une situation soit déterminée de manière unique dans son indétermination, il y a une condition de panique complète. Là, si le cimable est tantôt rouge, tantôt d'une couleur, et si tous les paramètres de la nature sont comme ça, je ne peux même pas commencer à me repérer, il y a une condition de panique complète. La réaction à cette dernière prend la forme d'activité manifeste aveugle et désordonnée. Bien au contraire, l'enquête de Galilée va trouver un ordre dans cette situation. Et donc, la confusion qui intéresse Dewey ici n'est pas la pure sidération. On peut utiliser, nous dit-il, une grande diversité de termes pour qualifier les situations indéterminées, dire qu'elles sont perturbées, troublées, ambiguës, confuses, pleines de tendances contradictoires. Mais, dit Dewey, cette diversité est seconde par rapport au fait que c'est ici la situation elle-même qui est douteuse et que nous sommes dans le doute parce que la situation elle-même est douteuse. Et donc, penser le tout comme un épisode purement interne, c'est pour Dewey un reliquat de la philosophie subjectiviste et également de l'idée déjà rencontrée chez Peirce, selon laquelle la nature est parfaitement déterminée dans tous ses aspects, ce qui fait que la confusion et le doute ne pourraient être qu'en nous, sujets qui seraient en quelque sorte coupés de cette nature déterminée dans tous ses aspects. Alors, bien sûr, il y a chez Dewey un vocabulaire qui est davantage naturaliste que chez Peirce, mais qui lui sert à redécrire les différents aspects de l'enquête. Il nous dit que la situation est confuse lorsque son débouché ne peut pas être anticipé, qu'elle est obscure quand elle aboutit à des conséquences qui ne peuvent pas être discernées clairement. Donc, il cherche à chaque fois à redéfinir tous ces termes de l'épistémologie en fonction de traits de la situation. Et il est enfin discordante, nous dit-il, lorsqu'elle tend à susciter des réponses contradictoires. Je ne sais pas si une élection présidentielle ou ce type d'événement possède ce trait caractéristique. Et même si les conditions existentielles étaient parfaitement déterminées, il resterait, ajoute Dewey, et c'est le dernier point que je vais mentionner, que leur portée, significance, reste indéterminée. Donc retenons en tout cas à ce stade qu'il y a de bonnes raisons de s'intéresser à la confusion si on est un pragmatiste deweyien, car c'est ici aussi elle qui est au point de départ de toute enquête. L'enquête pragmatiste n'est possible du point de vue des causes que parce que la situation dans laquelle nous nous trouvons présente une confusion native. Une fois cela posé, il est aisé de voir que les catégories principales du pragmatisme sont autant de problématisation de ce qui est manifeste et de ce qui est distinct. Donc, sachant qu'en ayant dit ça, le gros de mon exposé est posé. Là, maintenant, je prends des exemples dans le temps dont nous avions parlé, Anna. Le premier exemple que vous avez peut-être eu à l'esprit, s'applique à la notion d'esprit. On aurait pu évoquer Peirce, qui fait des expériences à ce sujet et met en doute la distinction trop tranchée entre le conscient et le subconscient. Ce serait l'objet d'un autre exposé, mais en tout cas, Peirce fait des expériences
pour montrer qu'il n'y a pas de seuil de la perception, ce qui est donc une critique d'une certaine thèse de la psychologie de son époque. Et il évoque, pour parler de la conscience, non pas un théâtre ou une scène cartésienne, mais le lac sans fond de la conscience, dans lequel tout notre passé serait récapitulé. Mais je préférais évoquer un autre auteur qui emploie le terme de confusion pour parler de l'esprit, et qui est William James, dans le fameux essai sur le courant de pensée, ou courant de conscience, suivant les éditions de sa psychologie. Il caractérise l'esprit par une confusion bourdonnante et bourgeonnante. Autrement dit, les distinctions que la psychologie scientifique établira, pour James, ne se présentent pas toutes faites dans notre expérience de la conscience. La confusion, comme incapacité à identifier ou distinguer des états, dans les deux sens, n'est pas, selon James, la seule caractéristique des nouveau-nés. Elle nous suit en permanence dans notre vie d'adulte, comme lorsque, par exemple, nous avons du mal à nous repérer dans un espace nouveau ou à identifier un épisode mental inédit. Là, vous avez, disons, la citation que peut-être tout le monde a lue quand on a lu un passage de James sur sa théorie de l'esprit. Le bébé, assailli pris de toutes parts, par les yeux, les oreilles, le nez, la peau et les entrailles à la fois, ressent tout cela comme une grande confusion, blooming and buzzing, donc bourgeonnante et bourdonnante, ou bourdonnante et bourgeonnante, et jusqu'à la fin de la vie, notre localisation de toutes les choses dans un seul espace est due au fait que les étendues ou les tailles originelles de toutes les sensations qui ont été portées à notre attention à la fois se sont rassemblées en un seul et même espace. Donc là, il y a vraiment l'idée d'une constitution de l'espace à même la sensation, où toutes les dimensions sensibles sont fondues, confondues les unes dans les autres. Et évidemment, ce qui pose la question qui devient importante à ce moment-là, c'est comment nous traçons des distinctions au sein de cette confusion. Comment émergent localement des distinctions dans le flux? Et ça fait l'objet de traitements tout à fait détaillés dans les principes, aussi bien dans le chapitre sur le courant de pensée que sur la perception de l'espace. Et l'hypothèse invariable de James, c'est que la discrimination au sein de ces totalités vagues ça ne va pas nous étonner, a une racine pratique. Il y a quand même un moment où on trouve chez les pragmatistes ce qu'on s'attend à y trouver. Sinon, ce sera un peu triste. Mais je le cite juste pour vous montrer qu'en tout cas, il y a cette référence à ce vague originel, chez lui aussi, qui est si différent de Peirce. Peirce le trouve trop nominaliste, mais même chez James, il y a une réalité du vague. James nous dit « Nous dissocions les éléments de totalité, originellement vagues, en y prêtant attention ou en les remarquant alternativement, tour à tour, bien sûr. Mais qu'est-ce qui détermine l'élément auquel nous allons nous intéresser en premier? Il y a deux réponses immédiates et évidentes. Premièrement, nos intérêts pratiques ou instinctifs, les tropismes de l'organisme en quelque sorte, et deuxièmement, nos intérêts esthétiques. Sachant que ça peut être l'attrait pour une théorie, par exemple, c'est encore un intérêt esthétique pour James. En tout cas, je note qu'il y a ici aussi une forme de confusion originelle, native, une mise en ordre pratique et sans doute une irréductibilité de la confusion. On trouve cette même idée chez Dewey, qui a lu James et qui commande ce passage sur la confusion bourdonnante et bourgeonnante, et qui estime que finalement, cette désorientation pratique dont nous parle James, ce n'est pas quelque chose qu'on quitte en quittant l'enfance, c'est quelque chose qui nous suit partout, dans tous les épisodes de notre vie consciente. Je cite, après je commenterai plus rapidement les passages, mais c'est intéressant d'avoir l'exemple de Dewey ici. L'esprit commence par un tout, l'image, la fonction. L'esprit commence avec un tel tout, mais sa prise sur ce tout, donc le point de départ de la vie d'esprit, mais sa prise sur ce tout est quelque peu vague, incertaine et superficielle. Donc, ce tout se présente à l'esprit en masse, comme une confusion bourdonnante et bourgeonnante. Donc là, il cite William James. L'esprit ne peut pas encore discerner les points essentiels. Le sujet est nouveau parce que l'esprit ne peut pas encore le comprendre. Toute connaissance est d'abord dans un tel état d'égarement. Pour connaître, il faut d'abord avoir été dans cet état d'égarement, qui traduit souvent l'anglais bewilderment. Il n'y a pas de point de repère pour celui du oui, tout se ressemble plus ou moins. Peu à peu, certaines caractéristiques ressortent, l'ensemble se différencie, et l'on apprend à réagir aux différentes parties. Mais ça peut se reproduire à nouveau sans arrêt. C'est-à-dire qu'on n'a jamais totalement éclairci et placé des distinctions. On en a une illustration chaque fois qu'on se rend dans une nouvelle ville. Dès qu'on peut repérer 3 ou 4 centres, on peut placer d'autres choses par rapport à ceci. Et donc, on peut de nouveau avoir cette expérience de confusion des directions, des dimensions, des repères, et pouvoir le réordonner.
En tout cas, je note ici que le point de départ de toute connaissance, c'est la déroute, la perplexité, voire la confusion. Et c'est un point sur lequel Dewey va revenir à plusieurs reprises, dans Comment nous pensons, par exemple, qui va être édité plusieurs fois dans sa vie. Dewey insiste sur le fait que cette confusion n'est pas propre au nouveau-né, mais qu'elle s'applique tout autant à la manière dont une chose nouvelle frappe un adulte, pour autant que cette chose soit réellement nouvelle et étrange. Et les exemples qu'il prend, on pourrait les développer, c'est les langues étrangères que nous ne comprenons pas, qui forment une masse de sons au sein desquels il est impossible de fixer un groupe de sons défini, clair et individualisé. On les entend bien, mais on ne parvient pas à placer ces distinctions. Et de même pour le campagnard dans la rue bondée de la ville, qui est un peu perdu, mal dégrossi sans doute. Je viens de la campagne. Celui qui n'y connaît rien en sport, par exemple, devant un jeu compliqué, moi-même devant un jeu de cricket, ou encore le citadin qui ne voit que des moutons là où le berger reconnaît des individus. Le problème intéressant pour Dewey tient donc à la manière dont on parvient à établir des distinctions et à introduire une cohérence et une stabilité de signification dans ce qui autrement n'est que vague et fluctuant. Voilà. Et là aussi, sans ça qui ressemble à James, ce qui fait qu'on va distinguer des choses, l'affinement des significations sera dérivé premièrement des activités pratiques. Dewey fait d'ailleurs l'hypothèse que c'est pour cette raison que dans les premiers temps de la vie, on parviendrait mieux à identifier les objets plus prégnants pratiquement que les nuances de couleurs ou les sons. Bon, ça reste à étudier empiriquement. Mais en tout cas, le présupposé de Dewey, plus nettement que chez James, c'est que nos actions et réactions sont suffisamment individuées et distinctes pour qu'elles nous permettent ensuite de discriminer entre des tonalités sensibles et affectives, et au point de leur donner un nom. Tiens, c'est telle note, tiens, c'est telle couleur, c'est du bleu de Prusse, c'est pas du bleu outre-mer, et de sortir de ce vague qui englobe tout. Je vais donner une dernière citation de Dewey, mais Dewey va tenir toute sa vie à cette idée que les objets sont des habitudes retournées comme un gant. Il y a cette formule très frappante dans Human Nature and Conduct. On individue des objets, on les distingue parce que ce sont des supports de nos habitudes, ce qui suppose bien qu'on puisse individuer les habitudes, sinon ça ne marche pas. Et il nous dit ça, qui montre bien que la distinction entre les objets suppose quand même quelque chose de l'ordre de ce tropisme. Tant que nous restons passifs devant les objets, dit-il, ils ne se distinguent pas d'un vague flou qui les avale tous. Les différences de hauteur et d'intensité des sons laissent un sentiment différent, mais tant que nous n'adoptons pas des attitudes différentes à leur égard, ou que nous ne faisons pas quelque chose de spécial en référence à eux, leur vague différence ne peut être saisie et retenue intellectuellement. Et donc, les distinctions dont je parlais tout à l'heure n'émergent pas. Alors, je vais juste mentionner d'autres points cardinaux, mais là, juste en indiquant le principe, et pour vous montrer que ce qu'on a vu, donc, à propos de l'esprit, on voit que finalement, la confusion est native et que c'est seulement petit à petit qu'on arrive à individuer des états, à leur donner un nom, mais que cette confusion peut se reproduire sans cesse à chaque nouvel épisode de la vie. On l'a vu aussi chez Dewey à travers l'idée de désorientation pratique. Eh bien, il me semble que c'est un motif qu'on retrouve au sujet de la plupart des catégories majeures du pragmatisme. Au sujet de l'expérience, je lirai juste le début, mais Dewey critique férocement dans Expérience et Nature l'idée qu'on pourrait réduire l'expérience à des sense data, par exemple, ou à des particuliers sensibles. Et je lis juste le début ici. Je préfère prendre, nous dit-il, le comportement du chien d'Ulysse, donc d'Argos, au retour de son maître, comme exemple du genre de choses qu'est l'expérience pour le philosophe, que de me fier à de telles déclarations. Une déclaration, c'est celle des adeptes des sense data. Et il y a cette idée de l'expérience chez Dewey dans Expérience et Nature, où l'expérience, c'est jamais une donation de sensations, d'impressions individuelles, c'est une modalité de la vie par laquelle, en fait, les choses, je prends un vocabulaire d'un autre penseur, empiètent ou empiètent les unes sur les autres, ou par laquelle nous sommes empêtrés les uns dans les autres ou dans notre environnement. Ça déborde de toutes parts. L'expérience a des franges, n'a pas de bord net, et c'est ce qu'il nous dit avec l'exemple du mouchoir d'Othello. L'adepte des sense data verra peut-être un chiffon ou même une tache de couleur blanche, alors qu'avoir compris l'expérience d'Othello et de la folie de la jalousie,
c'est impossible d'apercevoir sans percevoir aussi l'histoire qui est derrière, l'histoire dans laquelle elle est prise. Donc, là, pareil, on peut échapper à son expérience, elle peut ne jamais nous être manifeste. Ça, c'est l'art comme expérience de Dewey. Et en fait, il est difficile d'y tracer des distinctions, tout simplement parce que par nos expériences, par ce par quoi nous sommes pris dans notre environnement, eh bien, nous sommes sans arrêt, donc je prends le vocabulaire de Chappe ici, empêtrés dans d'autres histoires. Idem en morale. James a une formule très étonnante dans Les moralistes et la vie morale, c'est mon avant-dernier exemple, dans La volonté de croire. Il a cette réduction de la morale où il établit une équivalence qu'on peut refuser, en tout cas c'est sa thèse, entre claim, revendication et obligation. Il nous dit, sans revendication réellement élevée par une personne concrète, il ne peut y avoir d'obligation, mais il y a obligation partout où il y a revendication. En tout cas, une obligation nous est adressée, à nous de voir si on la reconnaît. Revendication et obligation sont en fait des termes coextensifs, ils se recouvrent exactement l'un l'autre. Ce dont James veut parler, c'est quelque chose qu'on peut comprendre, c'est une forme de polythéisme, de pluralisme moral plutôt, où en permanence on est pris entre des demandes morales contradictoires. Il y aura une philosophie de la vertu, une autre du caractère, une morale déontologique, une morale perfectionniste, et même au sein de ces morales, on peut avoir des demandes contradictoires entre lesquelles il est difficile de porter un jugement. Et donc, voilà, cette question de la distinction, déjà, se présente d'emblée en morale. Mais l'autre aspect, l'aspect qui relève de l'ordre du manifeste, se présente aussi derrière cet extrait. Parce que pour James, il est tout à fait possible que je reste en permanence sourd et aveugle à une revendication morale. Que je n'entende pas, dit-il, les cris des blessés, c'est-à-dire voilà, une revendication, une demande morale qui m'est adressée par un être concret. Et donc, cette difficulté du caractère manifeste de la revendication morale et cette difficulté de la distinction entre des demandes morales, on la retrouve ici. Et dernier point, la théorie des publics de Dewey. Dewey, donc vous le savez, formule une théorie des publics dans le public et ses problèmes, et qui est pour lui une autre manière de penser les communautés. En gros, on pourrait dire que c'est une définition fonctionnelle des groupes. Je vais commenter la citation, mais en gros, Dewey dit que chaque fois que vous vous sentez concerné par des conséquences de l'action associée, mais on pourrait dire de la vie humaine, eh bien, vous formez un groupe ou un public avec d'autres personnes. Il y a peut-être un public de Fukushima, les gens qui se sentent concernés par ce qui s'est passé à l'autre bout de la planète. Il y a un public pour la maladie de Charcot, par exemple, pour ceux qui s'inquiètent de cette maladie, etc. Et donc, en permanence, on peut appartenir à plusieurs publics différents qui ne sont pas imaginaires, qui ne sont pas du tout irréels, mais qui diffèrent selon les conséquences. Or, on retrouve là aussi cette double indétermination, c'est-à-dire que je peux très bien ne jamais me sentir concerné par ce qui me concerne pourtant. Donc, et donc, il y a une sorte de multiplicité intensive des publics, selon que je ressens ou non et que je reconnais ces conséquences. Et il y a un éparpillement possible infini des publics, selon les conséquences que je vais prendre en compte. Et donc, là aussi, la difficulté de les distinguer les uns des autres. Alors, bon, je pourrais varier ici à l'envi, mais le temps n'a que trop tardé que j'évoque une piste de conclusion, en vous remerciant si vous m'avez suivi, de m'avoir suivi jusque-là. Donc, je propose, c'était peut-être un peu pompeux, une autre lecture du pragmatisme, mais en tout cas, c'est le relire en ayant en permanence cette question à l'esprit, et pour avoir quand même dans ma bibliographie des centaines d'articles sur la maxime de Peirce, je n'ai pas vu tant de choses sur cet angle-là. J'en ai même pas vu. Mesurer que la maxime pragmatiste que j'évoquais tout à l'heure entend résoudre ce défi de la confusion, donc double défi, comment rendre manifeste et comment discriminer, sans postuler un état de clarté cristalline où cette confusion aurait totalement disparu. En gros, ce n'est pas comment l'éradiquer définitivement, mais comment s'orienter, comment tracer des distinctions dans cet univers-là. Il faudrait compléter le tableau, rassurez-vous, je vais vous épargner, les controverses scientifiques. Peirce est un élève de Whewell et qui pense qu'à travers les controverses scientifiques, les notions d'abord confuses se clarifient, mais ne sont jamais clarifiées totalement, pour des raisons que je pourrais expliquer. Confusion entre les modes de fixation de la croyance ou confusion entre les facteurs de la morale. Donc là, il y a beaucoup d'autres chapitres qui pourraient se rajouter à celui que je viens d'entamer. On peut avoir le sentiment qu'en fait, il y a un schéma qui se répète, dans lequel il y a d'abord une
une réalité du vague, peut-être du continu, qui fait que l'analyse est seconde par rapport à ces totalités, et les synthèses éventuelles troisième, sur la base de ces analyses. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. On retrouve cette figure de la confusion comme un défi dans les trois thèses majeures des pragmatistes. Donc là, pour le coup, les trois thèses majeures, je les évoque dans le livre. C'est une thèse sur la connaissance, le rapport entre la connaissance et la pratique. C'est une thèse sur l'esprit, là aussi, le rapport entre nos croyances et notre conduite. Et c'est une thèse sur les effets pratiques, l'idée que pour éclaircir des notions abstraites, il faudrait renvoyer, je ne reprends pas l'exposé, à des effets pratiques. Mais en tout cas, si on veut éclaircir le pragmatisme, on va retrouver cette question de la confusion derrière les trois thèses. Et donc, finalement, si vous me suivez, la question n'est pas comment éclaircir totalement les idées, dissiper totalement les confusions, mais comment se repérer dans un monde où, alors si on cite Dewey, la pénombre, le vague, l'obscurité et le mystère s'épanouissent, ou comment, comme nous disait Peirce, comment voir plus loin au milieu du brouillard. Je vous remercie.